Bonjour, je m'appelle Anaïs Volpe et je suis scénariste et réalisatrice. Je suis originaire de Toulouse à la base et en fait, j'étais toujours, passionnée de théâtre, j'ai été inscrite, voilà, dans les MJC quand j'étais enfant. C'est comme ça que j'ai découvert en fait, le théâtre, quoi. Il y avait ce truc vraiment d'adrénaline, de, «Waouh, ce soir on va jouer tous ensemble, on a préparé ce truc pendant des semaines, on va se déguiser, on va se maquiller, on va être des personnages, on va pas être nous, ça va être un truc de fou» et puis surtout cette adrénaline, quoi, ce truc de tu prépares ça pendant des semaines et puis d'un coup, tu vas jouer quoi, devant des gens, quoi. Il y avait un truc, waouh, tu vois? C'était fort et c'est de là qu'est arrivée cette passion, en fait, du théâtre, de la troupe, quoi, on va créer quelque chose tous ensemble. C'est ça qui me faisait vraiment vibrer, quoi. Je me suis dit: «Mais c'est tellement bien, enfin, cette adrénaline, je veux faire ça toute ma vie, quoi». Personne dans mon entourage, faisait, de l'art, du théâtre ou du cinéma. Je viens pas du tout de ce milieu-là. Moi, mes parents, bah, voilà, ils ont des professions vraiment, beaucoup plus classiques. C'est pas quelque chose qu'on m'a forcément inculqué, depuis mon enfance, quoi. Moi, j'avais vraiment envie, en tout cas, que ma vie ait du sens et je trouvais beaucoup de sens en faisant ça. Donc c'était important pour moi de me laisser cette chance-là, même si, je venais pas du tout de ce milieu et même si ça paraissait, complètement aberrant et que ça inquiète, en fait, souvent les proches. «Mais pourquoi tu fais ça? C'est très dur, tu vas jamais y arriver». Enfin, tu sais que c'est pas tu sais que c'est quand même réservé à certaines personnes qui ont du réseau. Donc on a beau te mettre en garde, je pense que quand tu veux vraiment faire ça, tu n'écoutes pas du tout ce genre de conseils, d'ailleurs. J'avais toujours ce rêve depuis que j'étais adolescente de, venir faire du théâtre, de venir vivre à Paris. J'avais l'impression que voilà, que c'était une ville où j'allais pouvoir, rencontrer beaucoup de gens dans le domaine artistique et je crois que j'avais vraiment soif de ça, en fait, à l'époque et donc du coup, une fois que j'ai passé mon bac, j'ai pris, un train et j'ai vraiment fait un aller, à Paris, sans retour et j'ai intégré, une résidence étudiante. J'ai commencé à faire plein de petits jobs alimentaires et j'ai rencontré des gens dans le domaine artistique, dans le théâtre et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Au tout début, quand je suis arrivée à Paris, pour essayer juste de rencontrer des gens, je me suis inscrite dans une école de théâtre et dans une fac et je n'ai pas terminé, en fait, ces cursus. Mais par contre, ça m'a aidée la 1re année à rencontrer des gens qui sont devenus des amis et qui sont toujours, pour la plupart, des amis aujourd'hui et avec qui on s'est beaucoup serré les coudes pendant des années pour, respectivement, réaliser un petit peu nos rêves. À cette époque-là, j'avais pas du tout de réseau, j'avais absolument pas de contact. C'est vraiment un chemin, évolutif, qui va durer des années. J'ai pas appliqué franchement cette définition du «je suis comédienne professionnelle» ou «je suis pas comédienne professionnelle». Pour moi, je faisais des jobs alimentaires, qui ça me permettait de vivre, heu, mais dans ma tête, j'étais comédienne, quoi qu'il en soit. C'était pas grave si, je jouais même, gratuitement ou si même, avec des amis, il fallait mettre un petit peu de sous qu'on gagnait en travaillant dans des bars pour, avoir une salle et pour jouer. Pour moi, dans la mesure où on jouait, on était comédien. La volonté de passer d'un coup, en fait, finalement presque du jour au lendemain, dans la réalisation, ça se fait vraiment, en fait, par hasard. En 2012, j'ai vu un jour une affiche dans la rue. À ce moment-là, j'étais comédienne et je travaillais, voilà, au théâtre et j'ai vu une affiche dans la rue du Mashup Film Festival, qui a lieu, au Forum des Images, enfin, je sais plus si ça existe, mais ça a existé sur quelques années, où je vois qu'on peut apprendre à monter en ligne, des, mash-up pour faire des petits films et je me dis: «Tiens, qu'est-ce que c'est?» Et quand je rentre chez moi, je suis curieuse, je regarde ce que c'est et je vois qu'on peut apprendre à monter en ligne et ça m'intéresse et je participe, en fait, au concours et en faisant ce concours, je me rends compte, en fait, que je suis passionnée de montage. Je me rends compte que je découvre une passion, en fait et à ce moment-là, j'ai demandé à quelques amis qui avaient des smartphones, moi, j'en avais pas encore à l'époque, je leur demande de m'en prêter pour faire des images, pour que je me retrouve avec des banques d'images chez moi, pour le soir, juste m'entraîner à monter des choses et en faisant un peu de voix off dessus parce que du coup, j'avais pas de prise de son, quand je tournais ces images et donc du coup, je faisais ça sur de la voix off et de fil en aiguille, j'ai commencé à mettre ces petits films sur internet. Il y a des gens qui ont commencé à m'écrire, et je me suis rendu compte que ça prenait un petit peu et je me suis dit: «Mais en fait, j'ai envie même de réaliser, un court métrage en prenant le son cette fois-ci» et en fait, ça a commencé
à prendre de plus en plus d'importance dans ma vie. Et de fil en aiguille, j'ai fait un court métrage, et puis 2, puis 3, puis finalement un long métrage, et ainsi de suite. Et je me suis retrouvée là-dedans. Et avec beaucoup de plaisir et de bonheur, en fait, à fabriquer ça. Quand j'étais comédienne, ce que j'aimais, c'était fabriquer en équipe. Ce que j'aimais, c'était cette sensation de pouvoir créer, cette sensation de pouvoir raconter des choses, et que finalement, j'avais fait ce métier de comédienne pour ça, pour ces raisons-là, et que je l'ai juste désaxé dans le métier de réalisatrice, quoi, de scénariste. Quand je faisais ces petits films avec de la voix off, un jour, j'ai été approchée, voilà, par quelqu'un qui travaillait dans une grosse chaîne nationale française, et qui m'a dit ce serait bien peut-être d'en faire une série pour notre web chaîne. Et à l'époque, ils achetaient des formats courts, ils ne les produisaient pas. Et je lui ai dit, bah oui, oui, justement, moi j'ai envie de continuer à faire des petits films comme ça avec de la voix off, avec vraiment, c'était un format hybride. Je tournais plein de choses, soit avec des smartphones, soit avec des caméras qu'on me prêtait, soit je numérisais de la VHS. Donc voilà, c'était vraiment un truc que j'adorais faire à la maison. C'était vraiment du DIY, quoi, homemade. Donc j'ai commencé à faire 1 épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, enfin une série de 5 épisodes. Et à ce moment-là, la web chaîne de cette chaîne, il y a eu une restructuration, et finalement, ils préféraient produire en amont les projets et ne pas les acheter une fois terminés. Donc je me suis retrouvée en fait avec cette série sur les bras, en ne sachant pas comment j'allais la sortir. Mais je l'ai vu plutôt comme un signe, et je me suis dit, en fait, je vais tourner d'autres choses. Et avec cette matière, je vais en faire un long métrage complètement indépendant que je vais autoproduire. Donc, j'ai continué à tourner avec beaucoup d'acteurs que j'aime beaucoup, dont Mathieu Longat, Alexandre Desagne, Akela Sari, Emilia de Roubernal. Voilà, on a été une super équipe à l'époque. On a tourné ce film ensemble. Et quand j'ai fini de monter le long métrage, je me suis rendu compte qu'il était devenu indépendant, et surtout très complémentaire avec la série, parce que finalement, j'avais dû prendre l'équivalent de, je sais pas moi, un tiers de la série dans le long métrage, tellement j'avais retourné de choses. Donc je me suis dit, en fait, c'est complémentaire, j'ai plus envie d'annuler la série. Donc la série, en parallèle, quand je montais le long métrage, je l'envoyais en festival, et elle a tourné en festival. En parallèle à ça encore, j'ai une galerie d'art à l'époque qui m'a proposé d'exposer, parce que je faisais des photos pour des médias parfois, d'exposer un petit peu mon travail, et m'a donné un petit peu carte blanche à l'époque. Et je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de faire une exposition sur ce long métrage et cette série. Et de là, j'ai créé une installation artistique pour ce lieu, mais qui s'est avéré du coup donner naissance à un projet cross-média de 3 volets, en fait, une série, un long métrage et une installation artistique. Et ensuite, ce projet, il a vécu en festival et dans vraiment plein de lieux artistiques, en France, à l'étranger. Et c'est vraiment, ça a été créé de manière à ce que tu puisses regarder la série indépendamment du long métrage, indépendamment de l'installation artistique, dans l'ordre que tu veux. Et en même temps, c'est très complémentaire. Il y a des gens qui ont vu les 3 volets, et tu apprends des nouvelles choses sur les personnages dans chaque volet. Moi, j'ai pas du tout reçu d'argent pour la série. À l'époque, justement, la chaîne m'avait proposé de potentiellement acheter la série une fois qu'elle serait terminée. Parce qu'à l'époque, ils pouvaient acheter des créations qui avaient été autoproduites en amont. Sauf qu'entre-temps, le temps que moi je fasse cette série, eux, ils ont décidé finalement de ne plus acheter des choses qui étaient autoproduites. Ils voulaient déjà être producteurs en amont. Donc moi, la série, je l'ai complètement autoproduite. Et le long métrage aussi, et l'installation artistique aussi. D'ailleurs, je dis autoproduit dans le sens où il n'y a pas eu de financement d'aucune institution, de rien du tout, mais à la fois, ce qui serait juste, c'est de dire que tout le monde, du coup, est un peu producteur dans ces cas-là, dans le sens où personne n'est rémunéré. Donc finalement, en un sens, tout le monde est un petit peu producteur, quoi. Quand tu dis que tu autoproduis, c'est aussi ça que ça veut dire. Et c'est important de le rappeler. En fait, ce qui a été super, c'est que je suis tombée sur une équipe vraiment géniale qui a vraiment cru en ce projet, et on est devenus extrêmement amis aussi en fabriquant ce projet. On l'était déjà un petit peu avant, mais il faut savoir que chaque acteur
et actrices que j'ai pris sur ce projet, c'était bien avant d'être des amis, des acteurs et des actrices en qui je croyais et en qui j'ai toujours cru, quoi. Et dans mes premiers courts-métrages, j'avais déjà travaillé avec eux. Voilà, vraiment, je repense à Mathieu Longat, à Alexandre Desanne, à Emilia Deroux-Bernal. C'est vraiment des acteurs, actrices avec qui j'ai longtemps travaillé et avec qui je continue de travailler. C'est ça qui est beau. Donc, en fait, je pense qu'il y a eu une confiance mutuelle. Je leur ai fait beaucoup confiance, ils m'ont fait confiance. Et il y avait un rapport assez beau et un rapport assez sain qui a fait que ça l'a, l'énergie a pris. Et puis, de toute façon, l'équipe était extrêmement réduite. Moi, j'ai co-cadré le film avec Alexandre Desanne. Donc, il n'y avait pas de chef opérateur ou de chef opératrice. On a quasiment pris le son nous-mêmes avec des micros qu'on nous prêtait, avec du matériel qu'on nous prêtait. Alors, la post-production, c'est un sacré challenge en autoproduction, surtout pour du long métrage. Ça a été très cocasse aussi parce que, par exemple, pour l'étalonnage du film, alors pour ceux qui savent pas forcément ce que c'est quand on revoit toute la colorimétrie de chaque plan dans un film et c'est quand même un moment qui prend beaucoup de temps dans la post-production d'un film. Moi, j'avais eu la chance d'avoir 2 cinémas qui m'ont beaucoup aidée, le cinéma de l'Étoile et le Luminor à Hôtel de Ville. J'avais le droit de venir parfois entre 2 séances ou tôt le matin avant une séance pour venir voir 10 minutes de mon film. J'avais le temps de noter ce qui n'allait pas. Ensuite, j'allais chez un ami qui avait des écrans spécifiques pour l'étalonnage, qui m'aidait à étalonner tout ce que j'avais relevé comme erreur. Je faisais des mini DCP de 10 minutes chez moi en rentrant et j'allais les intégrer dans le cinéma le lendemain pour revérifier si ça allait. Et j'ai fait ça sur 1 mois et demi, à coup de 10 minutes par 10 minutes, ce qui est complètement absurde parce que d'habitude, dans une production, dans un truc établi, tu fais 2 semaines à 4 semaines d'étalonnage dans un studio payé et voilà. Sauf que j'avais pas l'argent, donc il fallait trouver d'autres combines. Et puis pour le mix, j'ai eu la chance de tomber sur un studio qui a été très gentil, compréhensif, qui nous ont aidés sur 2 jours et demi de mix. Mais normalement, un long métrage, tu le mixes pas en 2 jours et demi, quoi. Donc c'était super qu'ils puissent déjà nous aider et voilà. Ça a été que de la débrouille. Donc après, bien sûr, par rapport à un film produit, je pense que tu peux le voir, tu peux le ressentir. Mais n'empêche que le film a quand même été dans des gros festivals et est sorti en salle comme un film normal, entre guillemets. C'est ça qui était chouette, quoi. Chacun donne de sa motivation, en fait. Et un film, tu te rends compte, parfois dans les films produits, qu'il y a pas forcément autant de motivation, de passion, tu vois? Donc ça, c'est beau, quoi. Je trouve que ce qui est super, justement, dans l'autoproduction, c'est la liberté que tu as pour fabriquer. Là où ça commence à devenir un petit peu difficile, on vient juste de l'évoquer, c'est, pour la post-production, heu, parce que c'est encore autre chose et il faut continuer à motiver des gens quand même à t'aider pour pouvoir fignoler et terminer ton film et c'est souvent des étapes importantes quand même pour les terminer. Sachant que le montage, je l'avais fait toute seule parce que je n'avais pas de budget pour rémunérer, quelqu'un pour, monter le film et ensuite la grosse difficulté, elle arrive au moment de la distribution. Parce qu'effectivement, tu as fait le film complètement en dehors du système et là maintenant tu essayes de tout faire pour le faire revenir en fait dans le système et là, les choses peuvent se compliquer un peu. Nous, on a eu la chance dans l'équipe qu'une des actrices, donc Emilia Deroux-Bernal, qui a créé sa boîte de distribution, justement pour qu'avec toute l'équipe, on a profité de notre énergie commune pour allier nos forces et distribuer le film nous-mêmes. Donc, on appelait nous-mêmes les exploitants de cinéma et on avait un deal avec chaque ville. Chaque cinéma avait l'exclusivité, mais il fallait qu'ils nous maintiennent un petit peu à l'affiche aussi, si on leur laissait l'exclusivité. Et c'était super parce qu'à Paris, on est resté 6 mois et en région, on est resté parfois des 6 semaines, 7 semaines. Et c'était super. Et en même temps, avant cette sortie au cinéma, les festivals ont répondu aussi vachement positivement en fait à l'envoi du film. Le film, il a commencé sa première à Los Angeles, au LA Film Festival en 2016. C'était complètement inattendu. Enfin, c'était incroyable à vivre, ça.
toute l'équipe a été invitée. Enfin, il y avait un truc, vertigineux quand même de se dire, je suis dans ma chambre de 15 mètres carrés, je vivais avec mon copain, dans cet appartement à l'époque et je faisais mon montage et on était dans ce petit truc et d'un coup, tu es avec toute ton équipe, à LA. Enfin, je veux dire, c'était fort, quoi. Je suis passée par, 2 plateformes, qui recensent, en fait, la liste des festivals avec les deadlines d'inscription et j'avais commencé par, 2 festivals avant le Los Angeles Film Festival et j'ai envoyé, le DVD. Je crois qu'ils voulaient un DVD et à l'époque, c'était une copie de ce qu'on appelle une copie de travail, donc c'était pas étalonné, c'était pas mixé au niveau du son. Il y avait juste les sous-titres anglais qu'on avait dû faire, un petit peu en speed et ensuite, quand tu es sélectionné généralement et que tu gagnes un prix, parfois tu as d'autres festivals qui, d'office, te contactent pour t'inviter à t'inscrire. Donc tu n'as pas forcément à gérer toute l'inscription via la plateforme et à payer l'inscription. Aussi, je m'étais rendu compte que les inscriptions en festival, c'est un coût que je n'avais pas. Donc parfois, j'écrivais au festival pour leur expliquer. Voilà, en fait, c'est un film complètement autoproduit. Moi, je travaille encore à côté. Je n'ai pas les moyens d'inscrire le film dans tous les festivals que j'aimerais, mais le vôtre, je l'aime beaucoup. Et en fait, on se rend compte que souvent, les festivals peuvent te répondre, ben, on vous donne un code et te donne la gratuité carrément à l'inscription, quoi. Ça marche pas toujours, mais je trouve qu'à l'époque, ça avait pas mal marché, franchement. Moi, je crois en tout cas que le fait d'être passé par la case festival a aidé à crédibiliser en un sens le film et le travail. Parce que quand que tu as un tampon d'un festival plus un prix et que tu en enchaînes avec un autre et ainsi de suite, et tu te retrouves avec plusieurs sélections, plusieurs prix, d'un coup, ça crédibilise le travail. Parce que c'est vrai que si tu n'as pas ça et qu'en plus de ça, tu n'as pas eu de partenaires financiers, tu n'as pas eu de gros partenaires, de grosses institutions qui ont été derrière toi, il y a un côté un peu, «Ah, ils ont fait un film entre potes et elle l'a monté dans sa chambre». Ce qui est complètement, en soi, dommage parce qu'en fait, je pense qu'il y a des là, je parle pas de mon film, je parle vraiment en général, il y a des pépites, en fait, dans ça. Enfin, tu vois, tu peux avoir exactement le même film avec des logos, heu, qui va être encensé, exactement le même film sans logo qui va, tu vois, pas forcément, être pris, trop au sérieux. Mais en tout cas, la case festival dans le cas des films autoproduits, reste quand même essentielle, je trouve. Déjà pour partager ton travail, pour le voir avec ton équipe, et le partager avec un public, et ça aide en fait à revenir un petit peu dans le système d'une certaine manière. Moi, c'est vrai que finalement, je n'ai pas été vraiment aidée au niveau de la distribution, mais par contre, ça m'a ouvert des portes pour la suite. J'ai fait des rencontres de gens qui m'ont dit: «Bon, bah, pour celui-là, c'est administrativement un petit peu difficile de t'aider». Mais ce qui est chouette, c'est que ces mêmes personnes m'ont dit: «Mais pour le prochain, on a bien envie de suivre de près» et ça, c'est cool. C'est toujours, chouette, quand on entend chaque année, il y a toujours un film qui a été fait avec, rien et qui est le petit film de l'année qui a réussi à se frayer un chemin et moi, je trouve que c'est chouette parce qu'il y en a de plus en plus chaque année et je trouve ça trop bien et la presse, je pense, en tout cas, on a eu pas mal de presse, ouais, avec Ace, c'est clair. Ça, c'était vraiment top, quoi. On a eu la chance d'être bien accompagnés aussi par une attachée de presse qui nous a beaucoup, aidés au moment de la sortie. Au moment des festivals, bah, ce que je faisais le travail de ce que font les attachés de presse. Je contactais, le bureau de presse de chaque festival pour demander quels sont les journalistes qui sont présents, en fait, sur place. Donc on te donne la liste des journalistes présents et on les contactait nous-mêmes, l'équipe du film, ou je les contactais souvent pour dire: «Voilà, c'est un petit film autoproduit, mais est-ce que vous voulez venir le voir? On a des places pour vous inviter» et comme on se déplaçait toujours en équipe, il y avait un truc comme ça, je remarque après coup, dans beaucoup de festivals, parfois, sauf pour les énormes festivals, bien sûr, mais après pour les festivals plus moyens ou plus petits, souvent le réal peut être seul, quoi. Nous, on venait toujours en bande, en équipe, en troupe, tu vois? Il y avait un truc un peu frais comme ça. Ça m'a complètement ouvert des portes, ça m'a permis de rencontrer notamment, la productrice, actuelle avec qui je travaille, Caroline Nataf, de Unité de production et qui a produit donc, actuellement mon premier, ce qui va être mon premier long métrage, produit, quoi.
dans les règles de l'art? C'est marrant parce que j'avais hâte de pouvoir répondre à cette question un jour en me disant: «Tiens, ça va être intéressant de voir la différence entre un film autoproduit et un film produit». Je dirais que ma crainte principale à l'époque, c'était de perdre un peu de liberté, un petit peu de cette fougue qu'on avait, sur Ace, cet esprit de groupe et cetera et donc en fait, du coup, cette peur, je l'avais tellement que j'estime ne pas l'avoir perdue. Parce que j'ai fait en sorte de le retrouver, en fait, de retrouver cette sensation et de retrouver cette émotion au milieu de potentielles contraintes. La seule chose qui change, c'est que tu as vraiment, je dirais, la première chose qui change, c'est que tu as un temps donné de tournage et un temps donné de préparation. Alors qu'à l'époque de Ace, je tournais, je regardais les rushs chez moi le soir. Si je voulais retourner, je rappelais Mathieu Longat et je lui disais: «Oh, on peut retourner la semaine prochaine», en fait. Ça se passait beaucoup comme ça. Là, tu peux pas, en fait. Tu dois tout backuper, tu as un temps donné. Dans 1 heure, la scène, il faut qu'elle soit rentrée. Alors qu'en fait, quand on faisait Ace, bon, si on n'avait pas le temps, on se revoyait le lendemain, tu vois? Aussi, ce qui change, c'est que j'ai pu travailler avec une vraie équipe technique pour la première fois. J'ai pas eu à faire, tous les trucs en même temps, j'ai pu beaucoup me reposer sur, les compétences et sur le talent de chaque personne, d'une équipe. J'ai eu la chance de pouvoir travailler, voilà, avec un chef opérateur, que j'adore depuis des années, qui est le chef opérateur, entre autres, des films des frères Safdie, qui est américain et que j'ai contacté il y a 3 ans par mail. Ça faisait 3 ans qu'on correspondait et tout s'est bien fait. Il a pu venir en France pour faire le film avec nous. J'avais voilà un preneur de son, j'avais une maquilleuse, enfin voilà, j'avais une équipe complète. Donc t'es quand même soutenu par des vrais techniciens. Et puis j'ai repris beaucoup d'acteurs de Ace. Et dans les actrices principales, j'ai eu l'occasion de travailler avec 2 super nouvelles actrices, en tout cas nouvelles pour moi dans ma collaboration, mais avec Souheila Yacoub et Deborah Loukoumouena. Et à la fois, je dirais que le point commun, c'est finalement ce que toi, je pense, en tant que réal, tu décides d'y mettre. Et moi, j'avais décidé que la fougue et l'envie et cette espèce de truc d'urgence d'équipe devrait rester. Que ce soit Ace ou que ce soit un film produit, que ça devrait toujours rester en fait dans mes films. Et je pense que dans le nouveau, ça se ressent, ça se ressentira parce que c'était c'était un petit chaos à lui seul, quoi. Ce tournage, c'était un truc. On l'a tourné en pleine pandémie. Ça a été fait, voilà, très rapidement quand même le tournage. Donc, mais c'était une expérience très intense, quoi. Alors j'ai commencé à avoir l'idée de ce nouveau film en 2016. Donc c'était vraiment le tout début, quand on commençait à peine à envoyer Ace en festival. Ensuite, j'ai commencé à l'écrire fin 2017, à la fin de la sortie cinéma de Ace, parce que ça m'avait pris beaucoup de temps de sortir le film. Tout 2018, tout 2019, j'ai beaucoup écrit le scénario en étant accompagnée donc de ma productrice. Et puis début 2020, on s'est dit voilà, on commence officiellement vraiment les levées de fonds. En plus, début 2020, le scénario venait d'être sélectionné au festival Premier Plan d'Angers. Et c'est une section où les scénarios sont lus par des acteurs. Et Natacha Régnier était venue lire devant un public tout le scénario. Et c'était un exercice d'ailleurs assez impressionnant de se dire tiens, c'est marrant, je vais partager mon film à un public mais via une lecture. Et j'avais jamais fait cet exercice-là et c'était super intéressant. Quand j'ai eu l'idée du film, en tout cas, ça partait de quelque chose de personnel et ça partait d'une envie très forte, en fait, de raconter, en fait, cette histoire. Certains aiment bien faire lire à d'autres auteurs, certains aiment bien faire intervenir d'autres co-auteurs. Moi, en l'occurrence, comme c'était un projet assez personnel, moi, j'avais envie de le faire, vraiment de l'écrire toute seule. Voilà, j'ai jamais vraiment ressenti le besoin de le faire. Enfin, je l'ai fait lire, bien sûr, à d'autres personnes pour avoir des retours extérieurs parce que c'est important et parce que tu avances aussi comme ça. Et avec Caroline, ma productrice, j'ai beaucoup fait lire, quoi. Il y a eu un très bel échange entre elle et moi. Elle était toujours très réactive. Elle a toujours lu les scénarios vraiment très rapidement, les versions, en me faisant des retours, en me faisant en me donnant son feeling. Je trouve que justement, c'est une productrice qui a beaucoup de goût, qui a beaucoup de bonnes idées. Enfin, j'ai toujours aimé son point de vue. Évidemment, bien sûr, parfois on n'était pas d'accord, mais ça c'est pas grave et ça c'est tout à fait normal en fait de pas toujours être d'accord avec ton producteur et ça. Mais ce qui est important par contre, c'est de voir le même film.
dans la globalité et de finalement toujours trouver un endroit où on est complètement d'accord et complètement surexcité à l'idée que ça va se passer comme ça, cette scène, qu'on va le tourner de cette manière-là. Enfin, ça, voilà. Et sur ça, on était extrêmement raccord. Donc c'est essentiel, hein, moi, je pense. Enfin, c'est la base. Les retours des commissions, ouais, t'en as. Alors, j'ai envie de dire que parfois, bien sûr, il y a des retours, ça va te parler, ça va te toucher vraiment. Mais il y a eu aussi plein de fois des moments où j'ai eu des retours avec lesquels j'étais pas d'accord. Enfin, où tu sens peut-être que les gens ont envie peut-être de faire eux ce film-là, mais enfin, moi j'ai envie de faire mon film en fait. Enfin, donc tu arrives assez vite, je pense, en fonction de la manière dont ça va résonner en toi, à savoir si c'est bon pour ton projet ou si c'est finalement les goûts et les couleurs de chacun. Parce que finalement, en fait, il y a un moment donné, tu peux prendre 40 000 avis pendant l'écriture. Euh, des gens qui vont aimer cette scène, des gens qui vont pas aimer cette scène, des gens qui vont vouloir que cette scène soit avant celle-là, mais d'autres qui vont dire non, non, en fait, il faut vraiment qu'elle soit après. Tu l'auras tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais tout le temps, on va te redire des choses. Tout le temps. Vraiment, de l'écriture jusqu'à la fin du film. T'en as qui vont te dire cette scène, j'aurais préféré que ceci, cela. Mais en fait, ce qui est important, c'est comment toi, tu veux qu'elle soit. Je dirais que le montage financier du film a pris à peu près 1 an, ce qui est pas énorme en soi. J'entends toujours des histoires où parfois le financement a mis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Tu vois, cette histoire, je l'avais écrite à 27 ans. J'avais peur qu'à force, ça s'essouffle et que ça me parle plus. Et t'as besoin d'arriver. Enfin, t'es fatigué, en fait, aussi, à force de réécrire, à force d'attendre les validations de tout le monde pour avoir de l'argent et du coup, pour pouvoir tourner. Et donc, il y a un moment donné, faut pas. J'avais cette peur d'arriver épuisée, en fait, sur le plateau et de plus reconnecter avec ce truc de pourquoi je veux faire ça, en fait, pourquoi je veux raconter cette histoire. Entre-temps, tu as envie d'en raconter parfois 1000 autres, en fait, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça. Donc, et puis surtout, je venais pas de cette école-là. Moi, je venais de l'école vraiment où tu as une idée, tu t'appelles tes comédiens préférés et tu tournes, en fait. Enfin, vous êtes dispo mardi, ouais, ouais, ok, vas-y, on tourne alors. Je demande à quelqu'un de me prêter une caméra et on y va. On a commencé la prépa du film tout l'été et j'ai commencé à tourner le 7 septembre. Et justement, je pense que c'était vraiment le moment où il fallait que je tourne. Donc, si tu veux, et puis de toute façon, je pense qu'on a toujours peur de s'essouffler, mais le moment où tu arrives en préparation, il y a un truc de toute façon où la peur et l'adrénaline, ça revient et hop là, tu te retrouves vite reconnecté avec, en tout cas, de pourquoi tu fais ça. Enfin, je sais pas, moi j'étais tellement contente de toute façon d'y être. J'avais attendu ça longtemps, donc j'étais contente. Après, j'étais extrêmement stressée. Enfin, j'avais la pression, quoi. J'avais très très peur, très 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 peur. Vraiment, j'ai eu peur comme rarement j'ai eu peur dans ma vie. J'ai eu si peur de me planter, quoi. Parce que c'est un truc que tu attends, que tu rêves pendant des années. Moi, je suis partie voilà, de ma famille à 17 ans. Tu te dis, bah voilà, j'ai investi toutes ces années pour arriver à ce truc un peu incroyable, quoi, d'arriver. Tu réalises ton film, tu réalises ton rêve. Enfin, il y a un truc un peu comme ça, un peu sacré. Et tu te dis, et si j'y arrive pas, quoi? Il y a un truc un peu, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, quoi. Mais de toute façon, je pense que n'importe quel réalisateur, réalisatrice flippe, en fait, avant un tournage, surtout sur les premiers films. Tu as des acteurs professionnels, tu as des partenaires financiers qui ont cru en toi. Donc, il y a un truc comme ça où tu te dis, il faut que j'y arrive, il faut que ça rentre. Il y a un temps donné, je pourrais pas dépasser ce temps. Et ça, je trouvais que j'avais jamais fait cet exercice du coup, puisqu'en fait, j'avais toujours la sécurité avant de retourner si ça n'allait pas. Et là, je me disais, je pourrais pas retourner si ça va pas. Et j'avais peur de pas y arriver. Bah, je suis super contente parce que quand on outrepasse au final ses peurs et que on se laisse complètement embarquer aussi par l'aventure complètement folle de faire un film, tu sors de là forcément vachement plus riche en fait d'une expérience comme ça. Je suis trop contente de l'avoir vécu déjà. Alors j'ai commencé à lancer mon casting en 2018, je dirais, et j'ai vu 120 comédiennes pour le rôle de Margot et Alma. Qui donc sont interprétées par Souheila Yacoub et Deborah Lukumena, qui ont été deux actrices complètement évidentes, quoi. Ça a été une évidence, ce duo, pour moi. Déjà en interview, quand je les voyais, moi, je regarde beaucoup d'interviews d'acteurs, d'actrices. Quand je fais des castings, j'adore voir comment ils sont dans la vie, en fait. Ça, c'est ce que je préfère avant de regarder leurs films.
et je regarde aussi dans un second temps, tous les films dans lesquels ils ont joué. Je vais même les voir au théâtre. Les castings, j'appréhende ça vraiment, comme une, séance de travail. Parce que j'ai été comédienne aussi, je connais un petit peu l'envers du décor des castings et je trouve que c'est toujours horrible de caster, les gens en 5 minutes, face à une caméra avec juste la présence, d'un directeur ou d'une directrice de casting. Je trouve ça bien quand il y a le réalisateur ou la réalisatrice en plus, parce que les directeurs de casting sont super et la présence, ça aussi je m'en suis rendu compte. J'ai travaillé avec une directrice de casting super et ça, c'est une présence essentielle. Mais j'aimais être là aussi, tu vois? Pour, rencontrer, toutes ces actrices, tous ces acteurs et d'ailleurs, j'ai fait des super rencontres. Il y a des gens, tu trouves qu'ils sont super, c'est juste qu'à ce moment-là, tu sais que ça ne correspond pas du tout à ce que tu recherches, soit parce que la personne fait trop jeune, soit parce que ça va pas correspondre, tu sais, voilà. Mais il y a plein de gens, d'acteurs, d'actrices que j'ai vus et que je repense encore parfois à eux et je me dis: «Pour d'autres projets, un jour, j'espère, les recroiser, quoi». À l'époque, j'avais déjà posté une annonce en story, moi, sur mon Instagram. J'avais aussi invité pas mal de comédiennes, que je pouvais suivre, soit sur Instagram, dont je suivais un petit peu le parcours depuis quelques années. On a fait suivre aussi auprès des agents. Donc ça, au début, il y avait pas de directrice de casting. Donc, tu vois, ça a été quand même assez, libre. J'ai vu vraiment beaucoup de filles. Puis ensuite, il y a eu cette directrice de casting, qui est arrivée et qui m'a aussi aidée à penser à d'autres actrices et voilà. Une directrice de casting, moi, je trouve que c'est très important parce qu'elle va te faire penser à des choses auxquelles tu penses pas forcément. Parfois, tu es un petit peu buté sur, une idée précise du personnage et la directrice de casting, elle peut te dire: «Attends, mais il y a aussi toute cette catégorie de personnes qui peuvent être super pour ce rôle» et ça peut t'aider et aussi elle fait le relais, beaucoup entre les agents, entre les acteurs, et ça, c'est important parce que moi, par exemple, c'est vrai qu'émotionnellement, par exemple, j'aime pas forcément donner les réponses négatives ou des choses comme ça. C'est toujours un petit peu, enfin, c'est pas la partie la plus agréable et c'est quand même bien quand tu as une directrice de casting, qui fait tampon, aussi, c'est bien. Moi, je partais du principe que je recevais des actrices, vraiment, j'ai reçu tout le monde. Des actrices, assez confirmées, des actrices émergentes, des actrices absolument inconnues, voire, des non-actrices, en fait. Enfin, j'ai vraiment ouvert le truc à tout le monde, tout profil, confondu, parce que j'avais aussi, envie d'être surprise et que j'avais pas écrit, le rôle pour des physiques, pour, certaines actrices. Donc en fait, j'avais aussi envie d'être surprise, quitte à réécrire un petit peu en fonction des natures que j'allais trouver. Mais, je savais que je voulais quand même 2 filles qui, la spécificité de mes personnages, c'est que c'était vraiment 2 filles qui ont peur de rien, qui ont la fougue constante et qui ont une sorte de fureur de vivre et donc ça, je cherchais vraiment ce truc un peu animal, chez les filles que je castais. Et au fur et à mesure du casting, d'abord, je les voyais seules et après, je les voyais en duo pour voir si les duos prenaient. Parce que quand on cherche un duo, c'est beaucoup plus difficile, je trouve, que de chercher juste une actrice, en fait. Parfois, tu as des actrices, séparément, c'est très fort ce qui se passe. Puis peut-être qu'ensemble, ça va pas forcément matcher. Et inversement, des actrices séparément, tu sais pas trop. Puis ensemble, il y a un truc magique qui se passe. Et donc, en fait, au fur et à mesure, je regardais de plus en plus d'interviews, de trucs, d'actrices, etc. Et puis j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Sohaila Yacoub et pour Deborah Loukoumena, mais aussi pour d'autres actrices que je trouvais super. Et il y a eu un moment donné où j'ai continué de toute façon les castings parce que j'avais envie de cette surprise, parce que j'avais envie de vraiment chercher le duo qui allait être essentiel, qui allait être évident. Et donc, j'ai vu Souheila séparément de Déborah dans un premier temps. J'ai vu aussi d'autres actrices à cette même période. Et là, j'ai commencé à créer des duos. Elles sont passées aussi avec d'autres actrices en duo. Et quand elles ont été ensemble, ça a été une évidence, quoi. Moi, j'adore être en casting. J'adore ça. Mais de toute façon, moi, j'adore les acteurs, en fait. Enfin, pour moi, c'est quand même beaucoup le cœur du film, quoi. Donc, je sais pas comment je serai sur mes futurs films et je sais pas parce que je sais aussi que parfois, certains réals disent que, sur la première vague d'acteurs, c'est bien de les découvrir directement sur, l'écran ou des choses comme ça. Donc, je sais pas, peut-être qu'un jour je testerai cette expérience, mais en l'occurrence là, à l'heure actuelle, moi, ce que j'aime, c'est quand même la rencontre, humaine et diriger la personne et voir un peu au feeling
Comment, des 2 côtés, parce qu'on parle toujours de casting pour les acteurs, mais pour moi, les acteurs viennent passer aussi enfin, les réals passent aussi un casting avec les acteurs, en vrai. Pour savoir si on va s'entendre, pour savoir si on va se comprendre, si tu vois, on a la même vision de la direction, de tout ça. Donc, si ça se trouve, nous, en tant que réal, on leur fait pas non plus bonne impression dans la manière dont on les dirige, dont on les fait travailler, tu vois. Donc c'est important aussi de caster ça, en fait. Les actrices, quand je les recevais, déjà, elles avaient une sorte de petit dossier qui expliquait un petit peu qui est le personnage. Alors, je les ai castées souvent, donc séparément pour jouer les 2 rôles. Parfois, je voyais quand même si ça allait être plus Margot ou Alma, mais parfois, je les castais quand même dans les 2. Je leur laissais à peu près 3 semaines entre le moment où elles recevaient le dossier et le casting pour qu'elles aient le temps d'apprendre le texte. Et quand même, il y avait beaucoup de texte. Je pense qu'il devait y avoir, je sais pas, 8 pages de texte à peu près. Il y avait pas mal de scènes. Et en fait, faut savoir que le film que j'avais écrit à ce moment-là, c'est un film d'actrice. C'est vraiment un film d'acteur. C'est elle qui porte le film, vraiment par le jeu. T'as des films, tu sais que c'est des films de montage, c'est des films sur l'image, c'est plus esthétique, même si c'est toujours un tout, bien sûr. Mais là, c'était vraiment un film de jeu. Et je savais que si je n'avais pas le duo, je préférais vraiment ne pas faire le film. J'avais moi aussi besoin, en tant que premier film produit, d'être vachement rassurée sur le fait que les actrices que j'allais choisir pouvaient vraiment tout interpréter. Parce que dans le film, ce sont 2 personnages qui vont être amenés à passer par beaucoup d'émotions et qu'il faut quand même... Et en plus, ça se passe dans le milieu du théâtre, donc il y a du théâtre et du cinéma. Donc, il fallait être capable de tout faire, quoi. Et moi, ce que j'adore, c'est quand on a la sensation que les acteurs improvisent, alors que tout ça est complètement travaillé. Sur Ace, par exemple, avec les acteurs, j'ai travaillé pendant 3 semaines. On a beaucoup répété, beaucoup répété, beaucoup répété. Et j'adore, même encore aujourd'hui, quand on me dit ah, c'est bien, vous avez improvisé et tout. Et en fait, personne n'a improvisé, tout a été écrit, tout a été vraiment répété dans les lieux. Et donc voilà, et avec les actrices, Souheila et Déborah aussi, on a fait ce travail de répétition avant le tournage pour pouvoir justement improviser à ce moment-là ce que tu as envie. Tu peux aller plus loin, en fait. En fait, c'est-à-dire que je dirais qu'il y a 2 manières que j'aime en fait en pratique. C'est soit les acteurs ont un texte, mais ils ont vraiment du temps pour pouvoir le travailler, soit c'est full improvisation. Mais je trouve que l'entre-deux, c'est terrible pour tout le monde, en fait. Parce que, en tout cas, moi, quand j'étais principalement comédienne, je trouve que quand tu as beaucoup de textes à apprendre, mais que tu que quelques jours, ben, en fait, c'est terrible. Tu arrives en audition ou tu arrives en tournage et tu penses à ton texte, enfin, tu penses à tout ça, enfin, et tu te sens pas suffisamment libre. Donc, c'est soit tu as beaucoup de temps pour pouvoir pour pouvoir avoir le temps d'oublier ton texte et être complètement libre quand tu vas venir travailler, soit, bah, ce compte full impro, quoi. Enfin, allons-y, enfin, improvisons, tu vois. Mais soyons libres même du texte via l'impro, tu vois. Dans la préparation du tournage, bah, tu constitues aussi ton équipe technique. Moi, j'ai eu une super première assistante, réal, qui a été à mes côtés très vite dans l'aventure. On a eu 2 mois de préparation. Donc, bah, tu commences à chercher tes décors, tu commences à parfois réécrire un petit peu le scénario en fonction des lieux, parce que les lieux aussi te contraignent parfois aussi dans la réécriture. Je sais pas, moi, par exemple, tu te retrouves à imaginer une scène dans une salle de bain, mais l'appartement qui correspondra le plus à plusieurs jours de tournage n'a pas de salle de bain. Enfin, tu vois, je dis n'importe quoi là, mais parfois, tu es obligé de réadapter. Moi, je disais toujours, on pivote. C'était un peu un gimmick pendant la préparation, mais on a fait que ça, pivoter. Surtout que, bon, bah, tu vois, j'avais une partie de mon film à tourner à New York, il y avait la pandémie, on a trouvé des solutions. En fait, quand tu es en préparation d'un film, c'est chaque jour, c'est quels sont les problèmes qu'il va falloir gérer, quoi. C'est un peu ça. Mais ce qu'il y a de chouette, c'est que tu trouves toujours des solutions. Ça, c'est assez chouette, ça, c'est magique, quoi. Comment je choisis les personnes de mon équipe technique? C'est un petit peu pareil que les artistes, que les acteurs et les actrices, finalement. J'aime bien travailler, en tout cas, avec des gens de l'équipe technique qui ont une fibre artistique vraiment importante, en fait, dans leur vie. Et donc, du coup, par exemple, ma monteuse, qui s'appelle Zoé Sassier, tout de suite, enfin, j'ai rencontré plusieurs monteurs et plusieurs monteuses
Ouais, effectivement et c'était super, c'était des rencontres super chouettes à chaque fois. Mais c'est vrai que Zoé, elle a eu ce truc de tout de suite comprendre à sa manière le film, parce que bien sûr le scénario est envoyé à chaque personne que je rencontre en fait pour qu'on discute et surtout pour s'assurer qu'on voit le même film parce qu'encore une fois, c'est ça le plus important et d'ailleurs, par exemple, tu peux rencontrer un monteur avec qui le feeling va super bien passer, mais on voit pas tu te rends compte que tu vois pas forcément le même film mais tu peux te dire que sur un autre film, ça pourrait complètement le faire. Donc tu vois, c'est un petit peu pareil que finalement avec les acteurs et les actrices. Parfois, tu as trop un coup de cœur pour quelqu'un et puis ça correspond pas pour ce film, mais tu vas penser à cet acteur pour un autre. Et Zoé, c'était super parce qu'il y avait les 2, il y avait le feeling et puis tout de suite, elle m'a dit des choses sur le scénario où j'ai senti qu'on allait, vraiment tout de suite voir le même truc, très bien s'entendre et j'ai eu beaucoup de chance pour ça parce que c'est vrai que quand je suis arrivée en post-production, je lui parlais, elle voyait exactement, ce que je voulais et elle était capable de le faire et tout en respectant vraiment un truc qui pourrait être ma manière à moi de monter. Parce que du coup, comme j'avais monté tous mes précédents projets, c'était vraiment la première fois aussi que je déléguais complètement ce poste. Et au début, la question quand même s'était posée de est-ce que j'ai envie de déléguer en fait ce poste-là. Et Zoé a été vraiment une chance, quoi. Parce que c'était la personne idéale pour ce film. En fonction des scènes, il y a des choses que j'avais vraiment en tête et je savais que je le voulais comme ça et depuis l'écriture. Et ça s'est avéré être comme ça au moment du tournage, exactement comme je l'avais imaginé. Et d'autres, au contraire, tu sais pas pourquoi, tu vas te laisser aussi un petit peu porter par le flow, en fonction du lieu. Je vais voir aussi comment je vais adapter la scène et l'ambiance et le mood. Je dirais que ce que j'avais vraiment en tête, c'est le karma global de ce duo d'actrices qui allaient interpréter du point A au point Z tout ça. Voilà, moi c'était plus comment dire, c'était plus un truc émotionnel que j'avais vraiment en tête, que j'avais avec moi, qui ne m'a jamais quitté. Je savais que émotionnellement, j'avais d'ailleurs des feuilles de canson avec des frises, ce que j'appelais les frises émotionnelles. Je rigole parce que tout le monde, on en rigolait beaucoup avec l'équipe. Bon, bref, c'était des frises émotionnelles. Et je savais que par contre, tout le parcours émotionnel que je voulais que les actrices puissent vivre, mais que le spectateur puisse vivre, en fait, par la suite. Et ça, c'était essentiel. Donc, finalement, si tu veux, j'étais pas forcément comment dire, concentrée sur la couleur du mur de là où on allait tourner, tu vois. Évidemment que j'avais des envies que ce soit plutôt telle ambiance ou telle ambiance. Mais si on me dit, ah, finalement, le mur sera noir, eh ben, c'est pas grave, le mur sera noir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce qui m'importe, c'est que ça joue. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je suis plus comme ça, moi, dans ma fabrication de films. J'ai tendance à dire que tant qu'on va y croire, tout va bien. Tout ce que j'avais imaginé au niveau émotionnel, en tout cas, c'est avéré être vraiment comme je le souhaitais. Après, visuellement, bah, il y a des choses, bien sûr, tu te dis toujours après coup, mince, j'aurais aimé faire ça comme ça. Mais souvent, tu fais ce que tu peux aussi sur un tournage. Et il faut savoir aussi s'en libérer aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens, quand ils vont découvrir le film, ne sauront jamais comment toi, tu l'avais imaginé. Donc, si eux, ils prennent le voyage dans cette scène, ben, c'est quand même tout ce qui compte. Il faut savoir aussi laisser partir les idées, les envies qu'on avait, parce qu'il y a des choses, faute de temps, faute de budget, que tu pourras pas faire exactement comme tu avais imaginé. Et j'ai jamais eu trop de mal à laisser partir ça. Sur Entre les vagues, je dirais que ça a été la folie tous les jours. Ça a été la folie tous les jours. Ça a été bien sûr, des galères tous les jours, mais je crois pas que ce soit plus que n'importe quel autre tournage. Les galères de Ace, je dirais que effectivement, le fait de ne pas être accompagné, c'est la grande inconnue. Tu sais pas du tout où est-ce que tu vas aller. Tu te dis que peut-être ce film, tu le feras à vie pour toi, en fait, pour ta chambre, pour ta famille, pour tes amis proches, tu vois. Alors que quand tu fais un film produit, t'es quand même accompagné par déjà par une production qui est là, qui est bienveillante, qui veut que le film se fasse. Tu n'es pas seul, en fait. Solitude pour autant dont j'ai pas forcément souffert sur Ace. J'ai aimé moi finalement les deux manières de travailler et d'ailleurs je continue toujours à faire en parallèle des choses autoproduites, en parallèle des choses produites parce que je trouve que l'avantage d'autoproduire tu le fais à ton rythme et donc généralement tu peux aller plus vite. Et en production par contre tu vas peut-être moins vite, mais par contre t'as la sensation que tu pourras peut-être, je sais pas, on verra bien, que tu peux peut-être aller un peu plus loin parce que
tu es tellement accompagné de partenaires, de gens, que tu peux te concentrer aussi beaucoup plus sur que ton histoire à raconter et pas que tous les à côté aussi techniques qui prennent du temps. Tu vois, sur Ace, moi, j'ai eu tellement de choses techniques à faire que ça te prend beaucoup de temps, au détriment parfois de juste le côté, l'aspect artistique. Quand t'es réalisatrice, réalisateur, voilà, c'est constamment des ascenseurs émotionnels, mais pour un artiste en général, je pense, et puis pour toute personne qui entreprend quelque chose. De toute façon, tu es tout le temps dans le doute, finalement, quand tu crées. Tu es content, tu es dans le doute, tu es content d'être dans le doute. Enfin, c'est tout le temps comme ça. Et d'ailleurs, c'est plutôt sain, je pense, d'être dans le doute. Je pense que les écoles dans le milieu artistique peuvent être essentielles pour certaines personnes parce que vraiment, encore une fois, je crois vraiment que ça dépend des personnalités des gens. Il y a des personnes qui, elles, ont vraiment besoin d'avoir un cadre. C'est-à-dire que quand elles sortent du lycée, des études supérieures, si par exemple elles font une reconversion un petit peu professionnelle, elles ont besoin d'être dans un cadre parce que ça rassure, parce que ça va rassurer aussi ta famille, tes proches, souvent de dire je suis dans telle école, de ce truc qui a révélé tel artiste, et que souvent ça c'est un peu rassurant. Moi, en l'occurrence, j'ai jamais aimé l'école. Je me suis jamais sentie adaptée au système scolaire, même depuis que je suis petite en fait. J'ai toujours attendu vite que ça soit fini parce que moi, j'ai toujours plus été quelqu'un qui aime apprendre sur le terrain, qui n'a pas envie d'apprendre à l'école. Et pourtant, c'est une chance d'être à l'école. Moi, je crache pas du tout sur ce système-là. Mais par contre, je trouve qu'on n'est pas trop encore à l'écoute des gens qui ne sont pas forcément adaptés à l'école. Et surtout, quand t'es pas forcément adapté à l'école, on te fait comprendre que t'es pas très bon, en fait. Et c'est ça que je trouve assez problématique aujourd'hui. Alors qu'en fait, tu peux être un super artiste ou un super entrepreneur. Tu vois, à l'école, on ne sait pas toujours déceler ça. Du coup, pour les écoles dans l'art, moi, j'ai jamais ressenti le besoin d'en faire. Vraiment, parce que après j'aurais aimé peut-être en faire certaines, ouais, les écoles nationales qui sont sur concours, etc. Mais souvent il faut avoir fait bac plus quelque chose, et moi c'était pas mon cas parce que je me suis arrêtée au bac, donc de toute façon ces écoles-là je pouvais pas les tenter. Je trouve qu'en fait, il faut juste être à l'écoute de sa méthodologie, tout simplement. Tu pourras dire à quelqu'un qui adore apprendre dans une école qu'il faut apprendre sur le terrain, ça pourrait le bousculer, et je ne sais pas s'il serait en phase avec ça. Et contrairement à d'autres personnes qui ont envie, en tout cas comme moi, d'apprendre vraiment sur le terrain dès le plus jeune âge, si tu nous forces à aller à l'école pour écouter de manière assez théorique comment on fait un film, moi, ça ne me parlait pas. Je trouve que en tout cas, quand tu te mets à fond dans le domaine artistique et que tu viens de région, et que tu viens, par exemple, à Paris, à moins d'être rentier, tu es obligé de faire des jobs alimentaires. J'ai essayé de toujours trouver des jobs qui soient en adéquation, en tout cas avec les horaires, c'est-à-dire que je puisse travailler le dimanche, le samedi et les soirs, beaucoup, de manière à avoir mes semaines. Parce qu'à l'époque, j'ai essayé d'avoir toujours du temps pour pouvoir répéter, pour pouvoir tenter des castings, pour pouvoir écrire, pour tout ça. Et donc oui, j'ai toujours fait en sorte, et j'ai toujours essayé, et ça a duré quand même, je pense, tu vois, ça fait 15 ans que je vis à Paris, et je pense que pendant 13 ans, j'ai essayé de trouver le job le plus parfait, qui, en espèce de ratio fatigue et rémunération, soit parfait pour que quand tu rentres chez toi, tu peux quand même payer tes factures et ton loyer, mais tu n'es pas suffisamment fatigué, donc tu peux quand même commencer ta journée artistique. J'ai mis 13 ans à trouver le job parfait. À la fin, sur les 2 dernières années de job alimentaire, j'étais mannequin-pied pour une marque de luxe. Donc, j'ai été mannequin-pied sur la fin. J'ai raidé beaucoup de bars, j'ai été téléopératrice des années. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de jobs, et ça m'a énormément inspirée. J'ai été hôtesse d'accueil il y a encore 2 ans, j'étais hôtesse d'accueil dans des showrooms, dans des trucs et tout. Mais par contre, je suis trop contente d'avoir fait, je suis trop contente d'avoir fait des jobs alimentaires. Je sais pas, parce que c'est épuisant, c'est éreintant, mais je l'ai toujours vu. Tu vois, là, j'écris un projet un peu en phase avec tout ça, et je suis contente quand même d'avoir vécu toutes ces expériences. Tu rencontres des gens assez fabuleux, et c'est chouette. Et puis ça te permet aussi d'être dans un autre milieu que le milieu artistique. Et mine de rien, je trouve ça bien, je trouve ça important de pas toujours être entre nous et oublier un petit peu ce que c'est aussi la réalité et la vie, quoi, tu vois.
Justement, entre 2 films, t'es pas tout le temps payé. C'est-à-dire que soit tu t'organises bien pour, développer plusieurs films en même temps et donc du coup, tu arrives à gérer, tes finances entre tous les projets. Soit, si tu veux vraiment prendre du temps sur un film, ben non, tu es payé en tant qu'auteur, mais, c'est une certaine somme et donc si tu ça va toujours être la même somme en fonction de si tu mets 1 an à écrire ou 2 ans ou 3 ans. Donc en fait, tu la divises par, 2 ou par 3 ou par 4 en fonction du nombre d'années où tu écris. Donc, très vite, tu te rends compte que, bah, si soit bah, après je pense qu'il faut bien s'organiser parce que si par exemple tu as le statut d'intermittent en parallèle ou, si tu as ce qui était pas mon cas à l'époque, et ce qui serait mon cas aujourd'hui, si tu as d'autres projets aussi en parallèle et cetera. Enfin, moi par exemple maintenant en prenant un petit peu le pli, je pense que je m'organise mieux maintenant pour l'avenir et donc éviter d'avoir trop de creux, financiers entre 2 projets, quoi. Après, je pense que c'est un espèce de truc un peu, toujours un peu incertain, quoi. Mais, c'est je pense que les artistes, c'est aussi ça, c'est enfin, tu sais que ton métier n'est jamais vraiment sûr, quoi. Sinon, on aurait choisi des voies plus classiques où tu es sûr d'avoir tes heures, ton CDI, tes semaines payées de vacances et cetera. Je pense que quand on va aussi dans ces voies-là, on en accepte le prix, quoi. Ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans le milieu artistique, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire rien savoir. Parce que je pense que si on m'avait dit à quel point c'est difficile et si on m'avait dit à quel point ça va être long, moi je pense que justement si je suis venue à Paris, c'est avec toute cette naïveté, c'est avec toute cette espèce de fureur de vivre et de dire vas-y mais moi j'ai envie de vivre ce truc à l'infini quoi, le théâtre et puis le théâtre m'a amené au cinéma et puis le cinéma m'a fait rencontrer des gens et puis il y a eu plein de refus et puis ces refus il a fallu les contourner et puis il y a eu toutes ces rencontres et ainsi de suite. Mais si tu m'avais dit voilà en fait c'est dur et puis il vaut mieux faire comme ceci, il vaut mieux faire comme cela, etc. Je n'aurais pas pu le comprendre parce qu'il y a que ton chemin en fait qui te permet de comprendre toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Même si on m'avait dit, ça va être dur, ça va être long, et on me l'a probablement dit, puisqu'on m'a déjà dit plein de fois, des gens très proches m'ont dit, tu sais, tu devrais arrêter, tu vois bien que ça marche pas, etc., etc. Je l'ai jamais écouté parce que ça ne faisait pas sens, parce que moi j'étais naïve à ce moment-là, parce que j'avais envie d'y croire. Moi, avant de me lancer, je pensais pas du tout que ça prendrait du temps. Non pas que je pensais que ça irait super vite pour moi ou quelque chose comme ça. C'est pas ça, c'est qu'en fait je ne savais pas. C'est comme quand tu rêves et que dans tes rêves tu vois pas bien les visages. C'est qu'en fait moi je suis venue à Paris et je me suis dit en fait je vais faire du théâtre. Et c'était aussi naïf que ça, en fait. Donc, je me suis jamais dit, tu m'aurais dit, tu vas vraiment commencer à en vivre d'ici 10 ans et il y aura des hauts et des bas. En plus, tu retourneras travailler plusieurs fois et vraiment officiellement, tu seras intermittente du spectacle au bout de 15 ans. Je t'aurais probablement pas cru, en fait, parce que j'étais tellement dans un truc de naïveté, c'est génial, enfin, tu vois, d'arriver ici que, voilà. Et en même temps, c'était très bien que je ne le sache pas. Je me suis jamais vraiment stressée avec, tout ça parce que comme je t'ai dit, j'ai toujours pris des jobs, en me disant, «J'en partirai et j'en reviendrai, autant que je veux» et à chaque fois que j'ai eu besoin d'argent, j'imprimais mes CV, et voilà, je parcourais, toute la rue s'il le faut et je rentrais pas chez moi tant que j'avais pas un essai le lendemain, hein. Non, mais tu vois, c'était ça. Mais après, dans le cinéma, dans le théâtre, j'ai un peu appliqué ça et dans le cinéma aussi, c'était un peu genre, j'ai écrit une idée, mais je rentre pas chez moi tant que c'est pas signé par une prod. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc comme ça, mais faut y aller aussi un peu. Parfois, enfin, je pense qu'il y a une attitude aussi à avoir. Tu peux pas forcer tout parce que sinon enfin, faut faire très attention quand même à l'attitude, mais il y a un truc aussi, il faut forcer un peu ta chance. Dans le sens, pas embêter les autres. Faut pas aller surtaper aux portes, c'est pas ça, mais faut tenter ta chance dans le sens, il faut fabriquer, il faut être assez autonome dans ton épanouissement, dans ta création. C'est pour ça que parfois chez les acteurs, c'est ça que je trouve un peu plus dur parce qu'ils dépendent tellement des autres que c'est un peu plus dur d'être très autonome dans ta création. Alors que quand tu es scénariste, tu es réalisateur, et cetera, tu peux faire quand même. Tu peux. Tu es peut-être un peu limité, mais tu peux quand même. Le conseil que je donnerais, c'est toujours très, très compliqué. Il faut se couper toujours un petit peu de tout ce qu'on nous dit, dans le sens, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que on risque de te répéter 2 choses. Soit que ça va être très compliqué,
et que c'est dur? Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Ça, ce sont les gens qui ont peur, en fait, pour toi. Donc ça peut être même des gens très proches, ça peut être des gens de ta famille, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être une mère, qui va avoir peur pour toi et qui va te faire sentir que c'est quand même trop dur et que tu devrais pas y aller. Donc ou alors on va te dire: «Tu dois y aller» et on est vachement dans ça aussi en ce moment, sur les réseaux. «Do it», il faut rêver grand, il faut le faire et tout. Donc tu as vraiment ces 2 trucs et je pense que la vérité, elle se trouve un peu au milieu et il y a que toi qui peux savoir où est-ce que tu dois piocher pour te préserver un petit peu, c'est vrai, de cette difficulté que va être en fait ce parcours. Mais en même temps, il faut rêver grand aussi si tu as ce feu, si tu ce rêve, tu vois? Parce qu'il y a un moment où tu te dis: «Si ça se trouve, en fait, je suis vraiment folle». Enfin, genre, en fait, ça va vraiment jamais marcher, tu vois? Ça, c'était à l'époque de Ace et j'étais dans ma chambre et je continuais ce film et puis un jour, tu es récompensé aussi de tes efforts et il y a un truc, aussi fort qui arrive. Je crois qu'on est récompensé par ses efforts, mais moi, par exemple, tu vois, j'ai jamais de la chance du premier coup, ni du deuxième coup, ni du troisième coup, mais j'essaye de travailler pour que ça arrive au quatrième coup, tu vois? Il y a un peu un truc comme ça.